Brouillac devant nous quitter plus tôt, il est possible qu'on aborde peut-être déjà ce problème chaud de l'antibiorésistance. Qu'est-ce que vous avez sur ce point des interrogations auxquelles pourraient répondre les personnes ici présentes? Je pense que c'est un premier thème qui peut être intéressant. Ou alors sur la vente en ligne aussi, la commercialisation. Ou est-ce que vous pouvez, le temps que les participants... Ah oui, on a une question. Alors, soit vous vous approchez peut-être. Oh non, je pense que je vais essayer de soit votre voix porte. Alors allez-y. En vous présentant. Je suis Jackie Maïev, pharmacien, et je suis président de l'Association nationale de la pharmacie vétérinaire d'officine. Et en tant que tel, je représente les 3 syndicats de pharmaciens français sur le domaine vétérinaire. La question qui me vient immédiatement, puisque vous lancez le débat sur l'article de résistance, c'est ce que Mme Grossetête a introduit immédiatement dans son exposé liminaire, c'est l'article 107. En effet, et elle a laissé entendre que cet article devait être précisé. Je reprends ces mots, et ma question est donc simple, en quoi doit-il être précisé? Parce que de fait, cet article est central, parce qu'il est assez innovant, il vient modifier des pratiques qui sont probablement jugées peu viables au niveau de l'Europe, au niveau de la prescription des délivrance des antibiotiques. Et en effet, il vise, en tout cas c'est la compréhension qui est la nôtre, à restreindre certaines pratiques. Et en effet, en l'état actuel de sa rédaction, effectivement, si on veut que cet article soit utile, efficace, qu'il réponde bien aux attentes de tout le monde, en effet, il doit être précisé. Mais j'aimerais savoir comment... on va demander à Mme Grossetête de rappeler l'article et de rappeler dans quel sens il devrait être précisé. Oui, alors l'article, il faudrait que je recherche dans mes documents, je ne les ai pas sous les yeux. Ils sont là. L'article 107, je ne sais pas si je vous le lis, je vais éviter. Voilà. Les personnes habilitées à prescrire. Je vais vous lire juste le paragraphe qui pose problème. Les personnes habilitées à prescrire des médicaments vétérinaires en vertu de la législation nationale applicable ne vendent des médicaments antimicrobiens au détail que pour les animaux qu'elles soignent et uniquement dans la quantité nécessaire pour le traitement concerné. Bon, alors, sur cette question-là, je sais qu'il y a... les vétérinaires veulent conserver la liberté de prescrire et de vendre les médicaments. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, vous savez que quand on est rapporteur au Parlement européen, on travaille aussi non seulement avec son propre groupe politique, mais avec les autres groupes politiques, parce qu'il faut chercher une majorité. Ensuite, qui est rassemblée pour avoir une majorité sur un texte qui soit le plus efficace possible, le plus utile possible. Et parmi les autres groupes politiques désignent un rapporteur qu'on appelle dans notre jargon le shadow rapporteur fictif. C'est celui qui va, en somme, suivre cette question-là au nom de son groupe et avec lesquels je vais travailler. L'un des rapporteurs, le rapporteur du groupe libéral, est une députée que je connais bien, mais qui est suédoise et qui a des positions que je qualifierais d'assez vertes. Entre guillemets. Donc, quelles sont les 2 positions sur ce... Donc, alors, vous savez, il y a la position très dure qui consiste à dire non, on ne peut pas, celui qui soigne ne peut pas être le prescripteur celui qui prescrit le médicament, ne peut pas être celui qui vend le médicament. Ça, c'est la position très ferme, très dure, qui n'est pas souhaitée par les vétérinaires, je le sais, du moins en France. Et je conçois tout à fait, et d'autres sans doute, je le conçois tout à fait. Je crois qu'il faut trouver une solution médiane. Parce que là, il va falloir que je travaille en écoutant tout le monde, mais surtout aussi en voyant au Parlement ce que je peux arriver à placer. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse autoriser effectivement un vétérinaire à vendre un médicament qu'il prescrit pour des animaux bien déterminés et qui sont sous sa supervision. Mais alors qu'ils sont sous la supervision, moi je souhaite que vraiment on soit très précis dans le texte. Sinon on va avoir, si on n'est pas assez précis sur des questions qui sont extrêmement sensibles, après on a des recours devant la Cour de justice et c'est elle qui doit trancher. J'aimerais mieux que nous fassions le droit correctement.
peux ajouter une chose. Oui, Stéphano. Je crois que moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a peut-être un problème aussi, les langues ne sont pas symétriques. Parce qu'en anglais, c'est under the care. Et c'est la supervision. Là, alors, quelle est l'autre traduction qui conviendrait davantage qu'il soit... Non, voilà. Alors, under the care vous conviendrez, donc le sens anglais conviendrait, parce qu'il est plus large, et le soigne est trop restrictif. Tout à fait. C'est pas le même sens. C'est pas le même sens. Donc, on assiste en direct au travail législatif. Est-ce que Madame l'eurodéputée a entendu? Oui, mais Voilà. bien sûr. Pour revoir la traduction peut-être, vous la précisez. Oui, parce que vous savez, là je vais parler sans micro aussi. C'est vrai, l'expérience que j'ai vraiment depuis 20 ans que je suis au Parlement européen, c'est que c'est dommage de ne pas être suffisamment précis. C'est vrai qu'on a des problèmes linguistiques, mais au moins qu'on sache dans chaque langue ce que ça veut dire la même chose. C'est fondamental. Je crois que sur ce point de traduction, il y a des personnes qui ont peut-être des commentaires. Mesdames, vous êtes de Myriad, je crois, mais présentez-vous. On peut essayer de vous faire passer le micro. C'est juste un commentaire. Oui, je voulais juste préciser que pour un vétérinaire ne soigne pas individuellement toutes sortes d'animaux. Par exemple, quand il travaille en élevage avicole, c'est les animaux sous sa supervision, ce ne sont pas les animaux qu'il examine individuellement. Ça, c'est un point important. C'est un lot d'animaux qui est soigné et pas un animal en particulier. Et en effet, on a ces notions qui sont compliquées à traduire. Et puis aussi, un vétérinaire de ce genre, il va suivre son élevage toute l'année. Il va venir régulièrement examiner, il travaille avec l'éleveur sur les principes d'hygiène, les principes de vaccination. Tous ces schémas sont mis en place en partenariat avec le véto et l'éleveur. Donc c'est la notion de supervision, de responsabilité, et non pas d'actes précis, ponctuels et individuels. Il faut peut-être préciser aussi qu'ici, nous, on laisse quand même aux États membres la possibilité et la liberté de décider. C'est la transcription. Parce qu'aujourd'hui... Non, c'est pas la transcription. On ne dit pas aux États membres, vous devez permettre aux vétérinaires de vendre ou vous devez interdire. On dit, si vous permettez, voilà ce que vous devez faire. Parce que, comme tous les vétérinaires ici, surtout ceux qui ont une expérience qui va au-delà des frontières du pays, savent qu'il y a des pays où c'est vraiment, c'est impassable du point de vue réglementaire de traduction. Peut-être on commence à y penser maintenant, mais il y a des pays, comme l'Italie par exemple, d'où je viens, où les vétérinaires n'ont jamais pu vendre des médicaments et ne peuvent pas vendre. Bon. Intéressant. Ah oui, ils peuvent, voilà, je peux depuis octobre 2013. Ok, mais il y a des pays encore où ils ne peuvent pas. D'accord, l'Espagne par exemple. Et les pays du Nord, donc Madame Grosset a parlé d'une Suédoise, les pays du Nord sont complètement bloqués sur ce. Ouais. Oui, mais c'est pour ça que ça va... Oui, mais si j'en ai parlé, c'est pour expliquer... Si j'en ai parlé rapidement, c'est pour expliquer les difficultés qu'on peut avoir quand on est rapporteur de texte, parce que moi, je peux avoir mes propres opinions, mes propres idées, avec le travail que je fais en écoutant tout le monde, etc., en faisant une synthèse ensuite. Mais je suis obligée de tenir compte aussi de ce que disent mes collègues pour avoir ces majorités. Voilà. Donc, c'est important de comprendre aussi. Le travail législatif, monsieur, et puis vous. Particulier vétérinaire. Alors, à propos de l'antibiorésistance, il y a quelques points qui mériteraient d'être précisés dans le règlement, en particulier ce qui concerne la possibilité de réévaluer les schémas thérapeutiques antibiotiques, puisque actuellement il n'y a aucune contrainte réglementaire dans aucun des pays. Et donc on a des schémas thérapeutiques obsolètes pour un grand nombre d'antibiotiques et il n'y a aucune base réglementaire pour obliger à cette réévaluation régulière en fonction des données épidémiologiques, en fonction des données actives de la science, des modèles pharmacologiques
qui peuvent être développés. Et ça, c'est un élément très important, alors que chez l'homme, l'évolution des schémas thérapeutiques est possible. Réglementairement, en vétérinaire, il n'y a pas de contrainte de ce point de vue-là. Donc ça, c'est un point qui Donc, Caroline Prouillat peut-être, spécialiste de l'antibiorésistance et du droit du médicament. Alors, je rejoins tout à fait Christophe sur le sujet. Effectivement, à l'heure actuelle, on a pas mal évolué sur l'impact d'un schéma thérapeutique sur la sélection de bactéries résistantes. Et ça, c'est pas du tout pris en compte dans les RCP, dans les modalités d'utilisation. Du coup, les vétérinaires se retrouvent confrontés à la situation suivante, c'est que s'ils veulent bien travailler, ils sont obligés eux-mêmes de se former pour mieux utiliser ces antibiotiques et presque faire du hors AMR dans l'objectif de limiter la résistance, alors que du coup c'est pas du tout encadré par des textes clairs. On est amené à prescrire à contrario de l'AMM, en contradiction avec le RCP, le contenu du RCP. Donc ça, il faut arriver à ce qu'à terme, il puisse y avoir une obligation réglementaire de réévaluation. Réévaluation ne veut pas dire remise en question systématique, mais au moins, on regarde ce qui se passe d'un point de vue épidémiologique et de la science. À ce titre, on a la problématique qui s'accentue avec les médicaments génériques, puisque les médicaments génériques, l'évaluation qui est faite du médicament générique vétérinaire est une transposition de la réglementation humaine. Et il y a un vrai problème, c'est qu'en humaine, c'est une bioéquivalence moyenne, alors qu'en vétérinaire, pour les traitements collectifs, il nous faudrait une bioéquivalence de population, puisqu'on fait des traitements collectifs, ce qui n'existe pas chez l'homme. Et cette notion est une notion un peu technique, mais elle est fondamentale pour limiter justement le risque de sous-exposition de certains animaux dans des lots d'animaux traités, donc les traitements collectifs, volailles, porcs, etc. Donc là, il n'y a rien là-dessus. Il y a une notion sur le médicament générique qui est marquée bioéquivalence, mais il faudrait peut-être avancer sur les guidelines et qu'on fasse le distinguo entre les traitements collectifs, antibiotiques, antiparasitaires et le reste. Et enfin, pour limiter l'antibiorésistance, l'un des moyens, c'est de limiter l'usage des antibiotiques, donc avoir des alternatives, la vaccination, le recours à la phytothérapie ou à d'autres modes thérapeutiques dans le cadre de la cascade. Et là, on a un problème qui est un problème pour l'instant lié à la cascade, qui est le délai d'attente. Il est aberrant d'avoir un délai d'attente imposé forfaitaire de X jours lorsque le médicament ou la substance n'est pas utilisé dans aucune espèce, alors que la LMR est par exemple considérée comme non requise. Il est en annexe 1, LMR non requise. On devrait avoir un délai d'attente nul pour la phyto ou pour un vaccin. Actuellement, on utilise un vaccin pour une chèvre alors qu'il n'y a pas d'AMM. Et bien on est obligé de mettre un délai d'attente, alors que c'est une aberration, il n'y a aucunement justification scientifique d'avoir un délai d'attente. Donc là, il faut revoir cette notion-là de LMR non requise et de délai d'attente pour les vaccins, dans le cadre de l'usage hors AMM, dans le cadre de la cascade. Très rapidement sur les délais d'attente, en particulier, pourquoi on le fait? Pourquoi on met un délai d'attente? Parce que ce vaccin, ce médicament, n'a pas été testé, l'autorisation n'a pas été donnée, il n'y a eu aucune étude conduite sur l'espèce pour laquelle on l'utilise dans la cascade. Et donc, c'est une question de précaution. Oui, c'est une question. Et aussi pour ne pas encourager le flou artistique, voilà, et maintenir disons, une certaine discipline dans l'utilisation des médicaments selon les espèces. Peut-être je peux prendre une minute pour faire un peu shopping list de ce qu'on a mis en termes d'antibiorésistance dans le règlement qui n'est pas là dans la directive en vigueur aujourd'hui. On a commencé par une définition de résistance aux antimicrobiens. On n'a pas donné une définition d'antimicrobien parce qu'il n'y a pas une définition consensuelle. J'ai assisté à des longs débats entre les chefs des agences du médicament vétérinaire des pays membres, des débats conduits par le chef de l'agence du médicament vétérinaire britannique qui est très passionné de la question, qui n'ont abouti à rien. Donc on l'a laissé de côté. On introduit une collecte de données obligatoire sur la vente et l'utilisation des médicaments vétérinaires, dont tous les détails seront développés dans la législation subsidiaire, dans ce qu'on appelle des actes délégués et d'exécution. On a interdit la publicité complètement. On a introduit, dans le cadre de l'autorisation de la mise sur le marché, l'évaluation des risques-bénéfices, y compris explicitement en ce qui concerne la potentielle antibiorésistance.
On a déjà parlé de l'article 107, on en parlera, l'article 107.2, on en parlera sans doute encore longuement. On a mis des études postérieures à l'autorisation de la mise sur le marché afin de veiller que le rapport bénéfice-risque reste positif au regard de l'antibiorésistance. On a toujours, évidemment, déjà aujourd'hui, si les schémas thérapeutiques changent, de commencer une saisine, un referral, mais ça existe déjà aujourd'hui. On a mis explicitement l'interdiction de présenter les antimicrobiens en tant qu'améliorateur de croissance. On a mis la carotte de la protection des données techniques pour les espèces mineures et aussi pour les nouveaux antimicrobiens. La période de protection initiale passe de 10 à 14 ans. Donc c'est en incitant à investir dans des nouveaux médicaments qui sont dans le paradoxe du fait qu'un nouveau médicament, un nouveau antibiotique, ça ne sera jamais un blockbuster parce que le premier réflexe des autorités est d'en préserver l'efficacité. Donc d'en faire une utilisation prudente, un usage prudent. Et aussi, on a spécifié la possibilité de désigner des antimicrobiens qui sont réservés d'emblée et exclusivement à usage humain. Voilà, c'est plus ou moins la shopping list de ce qu'on a mis dans le règlement.